Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une idée de Jean-Paul Sartre qui est aussi puissante que déroutante, sa théorie de l'imagination. Et je vous préviens, ça risque de pas mal bousculer la façon dont on pense à ce qui se passe dans notre tête quand on se met à rêver éveillé. On va commencer par une question qui a l'air toute simple. Quand on imagine un visage familier, une plage de vacances, qu'est-ce qui se produit vraiment dans notre esprit? C'est de là que tout part. Spontanément, on a tendance à penser que l'image mentale, c'est une sorte de copie de la réalité, mais en moins nette. Une photo un peu délavée, qu'on aurait rangée dans notre mémoire. C'est une idée assez intuitive, mais pour Sartre, c'est une erreur complète. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir cette vision classique que Sartre démolit. Ensuite, on plongera dans sa rupture radicale avec ça. Puis, on verra ce qu'est l'imagination pour lui, un véritable acte. On décortiquera comment une image se forme, et on terminera sur le lien absolument fondamental entre l'imagination, la liberté et l'art. Allez, on entre dans le vif du sujet. Avant que Sartre n'arrive, comment est-ce que les philosophes voyaient l'imagination ? En gros, pendant des siècles, la plupart des penseurs, comme Hume par exemple, considéraient les images comme des sortes de perceptions fantômes qui se baladeraient dans notre esprit. Pour eux, voir un arbre et imaginer un arbre, c'était un peu la même chose, juste une question d'intensité. Mais Sartre, lui, trouve que cette approche passe complètement à côté de l'essentiel. Et c'est là que Sartre fait sa révolution. Pour lui, ce n'est pas du tout une différence de degré, mais une différence de nature. Percevoir et imaginer, ce sont deux manières d'être de la conscience qui sont radicalement différentes. En fait, elles s'excluent l'une l'autre. Et pour bien comprendre, la comparaison est très parlante. Quand on perçoit un objet réel, disons un cube posé sur une table, on peut en faire le tour, découvrir des détails, des ombres, des textures à l'infini. La perception, c'est une source inépuisable de nouveautés. À l'inverse, si on ferme les yeux et qu'on imagine un cube, eh bien ce cube imaginaire ne contient que ce qu'on sait déjà d'un cube. Il ne nous apprendra jamais rien de nouveau. Cette phrase de Sartre, elle est parfaite pour résumer ça. L'image mentale n'est pas une petite fenêtre sur un objet. C'est une construction de notre conscience, de A à Z. Elle ne nous apprend rien, tout simplement parce que c'est nous qui l'avons fabriquée avec notre propre savoir. D'accord. Donc, si l'image n'est pas une chose dans notre tête, alors qu'est-ce que c'est ? C'est là qu'on touche vraiment au cœur de la pensée de Sartre. Pour Sartre, imaginer, ce n'est pas du tout un truc passif. C'est une action. C'est un acte intentionnel de la conscience. C'est notre capacité à viser, à penser à quelque chose qui, justement, n'est pas là. Et pour décrire cet acte, Sartre utilise un mot un peu technique mais crucial, la néantisation. Ça veut dire quoi ? C'est le pouvoir de notre conscience de se mettre à distance du réel, de le nier, de le mettre à néant pour faire apparaître ce qui n'est pas. Quand j'imagine mon ami Pierre, je pose le fait qu'il n'est pas là, avec moi, maintenant. Je nie sa présence pour le viser dans son absence. Bon, maintenant, voyons un peu la mécanique. Comment ça marche concrètement ? Comment notre conscience fait-elle pour faire jaillir cette image ? Le processus est assez clair. D'abord, il y a une intention. Je veux penser à Pierre. Ensuite, ma conscience s'appuie sur un support, quelque chose de réel, que Sartre appelle l'analogon. Après, mon savoir sur Pierre, tout ce que je sais de lui, vient donner vie à ce support. Et le résultat, c'est que Pierre m'apparaît, non pas dans le support, mais à travers lui, comme une présence irréelle. Ce concept d'analogon, il est vraiment essentiel. C'est la matière première de l'image. Ça peut être une photo, bien sûr, un support physique, mais ça peut aussi être quelque chose de purement mental, comme une sensation, une émotion, un souvenir flot. C'est la matière que la conscience va utiliser pour faire surgir l'irréel. L'exemple que donne Sartre est génial. Une imitatrice de Maurice Chevalier. Le chapeau de paille qu'elle porte, il est bien réel, on est d'accord. Mais quand on la regarde, notre conscience ne se focalise pas sur le chapeau en tant qu'objet. Elle le néantise. Elle l'utilise comme un tremplin pour faire apparaître l'image de Maurice Chevalier lui-même, l'objet irréel. Ok, mais alors à quoi ça nous mène tout ça ? Pourquoi est-ce que cette théorie est si importante au fond ? C'est là que tout s'éclaire. Reprenons. Si la conscience est capable de penser à ce qui n'est pas, si elle peut prendre ses distances avec le monde tel qu'il est, Eh bien, ça veut dire qu'elle n'est pas juste un objet de plus dans le monde, complètement déterminé par les lois de la physique. Elle a le pouvoir de nier cette réalité, de la mettre entre parenthèses. Et voilà le point d'orgue, notre liberté la plus fondamentale, elle vient de là, de cette capacité à imaginer autre chose que ce qui est. C'est parce qu'on peut concevoir un futur différent, un monde différent, qu'on n'est pas complètement esclave du présent. L'imagination, c'est ce qui rend possible tout projet, tout choix, toute liberté. Et toute cette théorie trouve son application la plus belle, la plus spectaculaire, dans la manière dont Sartre conçoit l'art. Quand on est face à un tableau, l'objet de notre admiration, ce n'est pas le tas de pigments sur de la toile. Quand on écoute une symphonie, ce ne sont pas les vibrations de l'air. L'objet physique, le tableau, la partition jouée, sert d'analogon.
L'émotion esthétique demande un acte de néantisation de notre part. Il faut arrêter de voir la toile pour voir le paysage. Il faut arrêter d'entendre les instruments pour entendre la symphonie. L'objet d'art, le beau, n'existe que dans ce monde irréel que l'œuvre physique nous permet d'atteindre. Cette citation, elle est radicale. Pour Sartre, le beau n'est pas de ce monde. Il appartient au domaine de l'imaginaire. Et d'ailleurs, vouloir confondre les deux, vouloir faire de sa vie en œuvre d'art, par exemple, c'est une erreur profonde sur ce qu'est l'art et sur ce qu'est la vie. Et voilà la question sur laquelle on va se quitter. Si l'expérience de la beauté nous demande par définition de nous détourner du réel, alors quelle place reste-t-il pour le beau dans notre vie de tous les jours ? C'est une pensée assez vertigineuse qui montre bien comment Sartre, en partant d'une simple image mentale, nous emmène aux frontières de la condition humaine.